Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec SoSafe. On va parler notamment du crash IT de cet été et on va essayer de déterminer ensemble si ça peut être une bonne opportunité pour sensibiliser les salariés à la cybersécurité. Avec nous ce soir 4 experts et à qui je vais donner d'ailleurs la parole pour se présenter brièvement. Je vais commencer par Jean-Baptiste. Bonsoir Yasmine, donc Jean-Baptiste Roux, je suis le vice-président de l'activité internationale chez SoSafe. Bogdan. Je suis journaliste chez Numérama, j'écris donc sur la cyber, la désinformation, surtout sur les mauvaises nouvelles qu'on peut trouver dans le monde. Et je suis peut-être moins expert, mais je cherche plutôt à vulgariser pour le grand public. Merci. Florent. Troubadour du web depuis ma tendre enfance, et aujourd'hui je suis associé dans un cabinet d'audit, mais aussi une école cyber, et coprésident de Hackers sans frontières. Merci. Et Fatima. Et Fatima, donc du coup je suis RSSI du groupe Accor et ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la cyber. Eh bien, merci d'être venu sur ce plateau ce soir pour discuter avec moi, mais discuter également entre vous. On a plusieurs centaines de personnes qui se sont connectées avec nous ce soir et qui attendent justement de vous écouter. Ils vont également interagir avec nous, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser vos questions. On essaiera d'en prendre le plus possible. Alors, recontextualisons la table ronde de ce soir. Il y a eu un crash IT cet été, plus particulièrement le 19 juillet 2024. On l'a tous vécu. Ça a touché près de 8,5 millions d'appareils sur Windows, qui utilisaient notamment les EDR de CrowdStrike. Et ma première question, alors je sais qu'effectivement ce n'est pas une crise cyber, on en parlera un peu plus tard, mais ma première question est de savoir pourquoi certaines entreprises ont pu y remédier beaucoup plus facilement que d'autres. Florent. Falcon est un EDF, enfin CrowdStrike est une société avec pignon sur rue, quand même une société très solide. Ils ont un très très joli passif. Maintenant, il y a des sociétés qui prennent CrowdStrike, donc Falcon, l'outil, l'agent qui permet de protéger un système d'information. Et il y a des sociétés qui l'ont pris un petit peu par défaut en se disant c'est CrowdStrike, c'est de la bombe, je suis protégé, mais qui derrière n'avaient pas de gestion de crise, qui n'avaient pas de process au niveau d'inventaire de leur flotte informatique, que ce soit des laptops, que ce soit des serveurs, que ce soit des postes fixes. Donc en fait, je vais un petit peu, c'est un petit peu manichéen et binaire, mais c'est une question d'argent. Bien sûr que si on a un CDS, si on a un SOC, donc l'argent pour avoir. Évidemment, qu'en 3 millisecondes, on voit qu'il y a un shutdown, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire killer, et là, bam bam, on a forcément un représentant, un sales au téléphone, on leur demande qu'est-ce qui se passe. Eux, en amont, je pense qu'ils ont un peu, au début, été perturbés, bien sûr, CrowdStrike, ça leur a pas fait du bien, mais ils ont été les plus rapides pour y répondre, et on sait que alors, c'est assez empirique, mais on a vu que, avant vraiment de trouver une sorte de solution parfaite, on conseillait aux gens de redémarrer jusqu'à 15 fois les ordinateurs, les serveurs, pour faire ce qu'on appelle une race condition. Donc, en fait, il fallait que l'OS spawn, enfin, renaît avant l'agent de CrowdStrike. Donc, une race condition, c'est en général ce qu'on utilise dans des failles, voilà. Donc, vraiment de dire, essayez de redémarrer 15 fois vos serveurs et vos postes, c'était... bref, ça a marché pour certains. Et puis après, on a découvert qu'il fallait se mettre en fail-safe, donc en mode sans échec, retirer et killer un fichier 6 qui était un fichier de conf, parce qu'ils avaient changé la méthode de détection. Bon, je digresse. Globalement, pourquoi des gens sont mieux sortis que d'autres? Il y avait des gens qui avaient plus d'argent, qui avaient des CDS ou des SOC qui étaient prêts à mettre les bouchées doubles, mettre une équipe, une team IT, je sais plus, je crois que c'était pas un vendredi soir. C'était un vendredi. C'est un vendredi, ouais. C'est les meilleurs files, le vendredi. J'ai l'impression, c'est les plus succulents. Et donc, dans la nuit du jeudi au vendredi, dans mes souvenirs. Ouais, parfait. Le papier pour les impôts des taxes. Et eux, par contre, Et voilà, donc je pense que les personnes les plus solides financièrement et donc matures informatiquement sont sorties le mieux. Voilà.
Ouais. T'en penses Et quoi, toi, après, Fatima? oui, tu parlais d'avoir un certain budget pour le faire, mais globalement, il y a aussi le fait de, comme tu as dit, il fallait se mettre en mode sans défaut, donc du coup, il fallait avoir accès à la machine. Est-ce que toutes les entreprises ont une équipe IT? Comment on mobilise des personnes pour pouvoir justement passer derrière chaque machine, paralléliser, and so on. Donc ça, c'était compliqué. C'était la masse de personnes à mettre derrière les machines pour pouvoir enlever ce fichier système. Et en parallèle, on avait aussi le fait d'avoir CrowdStrike qui a réagi très rapidement. Oui. 79 minutes. Globalement, ils auraient mis beaucoup plus de temps. Globalement, on aurait eu beaucoup plus d'impact. De mémoire, je crois que ça fait même pas 1% des assets Windows qui ont été touchés dans le monde. Et comme tu as dit, CrowdStrike, c'est vraiment la Rolls-Royce de l'EDR. Donc du coup, toutes les grandes boîtes l'ont installé. Ça a un certain coût, donc du coup, c'est vraiment que des grosses machines qui ont pu l'avoir dans leur système. Donc c'est là aussi où il y a eu un impact très fort, un impact business, un impact aussi dans les hôpitaux, dans les agences d'aviation, 3000 vols annulés en quelques minutes. Donc voilà, c'est la force de frappe des entreprises en fonction de leur budget, c'était une chose, mais le deuxième point, c'était aussi comment réagir rapidement. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait certaines entreprises qui avaient en plus le chiffrement de leur disque dur. Donc du coup, il fallait... le BitLocker. Exactement. Oh là là. Donc il fallait mettre la master key à la main sur tous les postes de travail. C'est très très long. C'est une gestion de crise, mais quand on a un volume assez énorme, c'est compliqué de le faire aussi rapidement. Voilà. Mais en plus, peut-être que je dirais, mais ce qui est incroyable, c'est qu'au début, on a pensé que c'était un ransomware contre Microsoft. Oui, tous. Et je crois que le même week-end, il y avait eu une baie, je crois à Miami, d'Azure, qui était tombée. Donc en fait, un amalgame, oui. Il y a eu vraiment un amalgame, alignement de planètes, télescopage horrible. Et j'ai même cru comprendre que Windows a mis beaucoup de temps à pouvoir se détacher de l'histoire, parce que comme on a eu tout un flux de communication au départ qui pointait du doigt Windows, finalement, ça a été compliqué de rattraper un peu derrière. C'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup bossé pour essayer de pallier, ou en tout cas de... Je pense que pour beaucoup de monde, Microsoft est encore coupable. Malheureusement. Parce que là, on parle entre experts, mais si on demande un entourage, globalement, je pense une personne sur deux dira un antivirus, le reste dira c'était une panne Microsoft. Et pourtant, on en a beaucoup parlé dans les médias. On a fait, en tout cas, j'ai essayé d'agir le plus rapidement possible. Mais après, j'anticipe peut-être les questions là. C'est tout à fait ça. Alors, pour tester du ransomware chez Numérama ? Non, j'ai attendu. Je peux pas prendre. T'as pris le temps de bien. Je peux pas me permettre de prendre ce risque. D'accord. J'ai tout de suite appelé les numéros que j'avais de responsables France. Et à partir du moment, l'info est arrivée quand même assez vite, je dirais, chez les experts cyber. Très en l'espace d'une heure, ils m'ont tous confirmé c'est une panne potentiellement. Alors évidemment, j'ai utilisé le conditionnel, mais d'accord. Je ne me suis pas permis de parler de cyberattaque. Allons sur cette question, puisque c'est arrivé naturellement. Bogdan, comment toi tu l'as vécu en tant que média ? C'est-à-dire comment tu penses aussi que les médias de manière générale ont pris le sujet et l'ont amené au public ? Est-ce qu'il y a eu de la sensibilisation ? Enfin, explique-nous un petit peu côté média. Je pense que l'erreur de Microsoft, c'était peut-être la plus courante. Je ne me permettrai pas de critiquer mes collègues, mais sur la vulgarisation, ça a été très vite. Malheureusement, on est dicté par Google sur le web. Absolument tous les médias compris. Et donc à partir du moment où Google repère les mots-clés, on doit les mettre. C'est pour ça que vous voyez arrestation Pavel Durov, guerre Ukraine-Russie. Et donc on a mis pas de Microsoft. Et de mettre pas de Microsoft, 2 points, ça a intégré le fait que c'était une panne chez Microsoft. Ensuite il y a la peur de la cyberattaque. Et en plus dans le contexte mondial où on sait que c'est tendu, on imagine toujours un peu le pire. On peut très bien imaginer que c'était quoi, 1 semaine avant les JO, 2 semaines. La Russie, un gros coup médiatique. Ça aussi, je pense que globalement tout le monde a pris ses précautions. Heureusement, beaucoup d'experts étaient quand même disponibles. Alors moi, j'étais en télétravail dans le sud, forcément. Ça tombe quand on veut être le plus tranquille possible. Beaucoup d'experts ont répondu rapidement dès 8-9 heures du matin pour me dire non, mais je pense que c'est une panne, ça a l'air d'une panne, et puis Microsoft avait l'air de donner au moins les signes pour dire que c'est pas une cyberattaque. Évidemment, on l'exclut jamais parce qu'il y a le temps de la cyber et il y a le temps des auditeurs, des lecteurs, et c'est pas du tout raccord. Pour la cyber, on prend du temps, pour le lecteur, on veut une réponse tout de suite. Et la réponse, moi je le voyais en termes d'audience, la réponse c'était est-ce que je vais avoir mon avion ?
Est-ce que je pourrais avoir mes tickets pour les JO, parce que les JO aussi Oui. étaient touchés. Ouais, bien Oui. sûr. Et donc je faisais des listes de tous les aéroports touchés que j'actualisais toutes les 2-3 minutes. C'était assez dingue, quoi. Mais Bogdan, je ne veux pas du tout partir dans le complotisme, mais quand tu dis que les médias, globalement, sont gérés par le truchement de Google, Ouais. et que tu dis que dès que tu as mis le mot-clé Microsoft, ça a été un petit peu mis en avant, est-ce que tu voudrais dire qu'il y a eu aussi un certain traitement de l'information fait par Google, puisque c'était Microsoft ou pas? Non, j'irai pas du tout jusque-là. D'accord, excuse-moi. Je pense pas que Google, c'est pas et puis c'est surtout une immense machine. Malheureusement, tous les géants du web ont créé un peu des Frankenstein, donc ils les gèrent pas complètement. Google a tellement d'IA dans son algorithme aujourd'hui que ça se gère un peu par soi-même rapidement. D'accord. Donc à partir du moment où tout le monde a mis Microsoft, parce que, pour beaucoup de responsables informatiques, ils sont pas non plus réellement formés à la cyber. Donc eux, ils voient Microsoft qui plante. Donc, quand ils parlent Ouais, c'est un highlight, quoi. quand ils parlent à des médias, ils disent ah oui, mais Microsoft fonctionne plus chez nous. D'accord. Et donc la ligne directrice commence à partir de Microsoft. Après, les gens ont intégré le fait que CrowdStrike c'est bien plus qu'un antivirus, mais un antivirus historiquement ça parle aux gens. D'accord. Alors, pour revenir un peu sur la première question et par rapport notamment aux réponses que vous m'avez données, donc si je comprends bien, finalement, il y a des entreprises qui ont pu s'en sortir beaucoup mieux ou plus rapidement parce qu'elles avaient mis en place un PCA, donc un processus de gestion de crise. Et vous parliez notamment de budget. Moi, ma question, alors elle est ouverte, hein, parce que j'en ai vu aussi des entreprises. Parfois, on peut avoir le budget, mais pas la culture interne. Donc, est-ce que c'est vraiment si lié au budget de mettre en place ce genre de procédure, ou c'est aussi lié finalement à la culture interne de Mais l'entreprise? À l'activité. Oui. Bien sûr, c'est ce que je te disais, c'est on prend le meilleur. Ok, très bien, mais si t'as pas le manuel ou juste tu branches un truc. Ouais. Parfois, il faut le manuel. Donc, c'est bien d'avoir la Rolls-Royce. C'est exactement la Rolls-Royce. C'est bien de l'avoir. Mais si tu n'as pas quelqu'un, même sur place, en prémise, qui va te le tuner, fine-tuner, qui va te l'ajuster, te faire tes règles, etc., et t'aider en cas, évidemment, de catastrophe, bah ça, je sais pas, autant prendre un Windows Defender, quoi. Mais Enfin, au-delà de ça, oui, c'est un peu réducteur. Mais globalement, en fait, quand tu es une banque versus quand tu es de l'aviation ou si tu es dans l'hôtellerie, globalement, tu n'as pas la même sensibilité à la cyber, et une banque a des disaster recovery, l'aviation, je suppose qu'ils en ont également. On a au sein de la France des OIV, ils ont des niveaux de criticité beaucoup plus importants que certaines industries, donc ça dépend également du niveau de criticité de la cyber dans ces boîtes-là. Tu vois, moi, j'ai Stéphane qui dit, qui avait mis d'ailleurs un commentaire le même, je me demande si c'est pas le même Stéphane, qui disait c'est au pied du mur que l'on voit le mur. Oui. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on attend toujours quelque part d'avoir une cyberattaque pour commencer à se poser la question de sensibiliser nos collaborateurs, parce que finalement, on a cliqué sur un lien et tout s'effondre et qu'on se rend compte que nos collaborateurs ne sont pas du tout sensibilisés, ou alors on achète une solution, ou alors on met en place un PCA. Donc finalement, on attend toujours que la catastrophe arrive pour réagir. Le code name qu'on a dans ce milieu, ou en tout cas, bon, qui commence un petit peu à s'affaiblir, mais c'est avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Ouais. Et c'est une réalité. Bon, pour les grosses industries, les gros clients, les grands comptes, maintenant c'est bon, on a compris. Oui. Mais on est d'accord qu'il y a de grandes catastrophes cyber qui ont lieu par le proxy de fournisseurs, de clients qui ont un accès, je sais pas, un Citrix, et qui font un effet, qui font du déplacement horizontal, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte dans notre microcosme, dans notre métier, il faut prendre tout le monde, avec beaucoup de respect, de la personne qui fait le ménage au CEO ou au COMEX, parce qu'ils ont tous les clés de la boîte, en fait. Avec plus ou moins une force de frappe différente. Par exemple, on parlait de sensibiliser les collaborateurs, mais aujourd'hui, il y a certaines entreprises, parce qu'elles sont soumises à certification, parce qu'elles ont des comptes à rendre par rapport aux stakeholders, de faire des gestions de crise, de faire en sorte que la direction soit formée et que la cyberattaque soit vue et revue annuellement ou tous les 2 ans. Donc, il y a cette culture dans les grands groupes parce qu'ils sont soumis à réglementation. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Jean-Baptiste, parce que tu fais de la sensibilisation, est-ce que suite à cette crise IT, vous avez rencontré un changement d'attitude face à la sensibilisation? Je dois avouer qu'on a vécu ça un peu comme une opportunité.
Alors, on y est pour J'aime rien. bien ce genre de- On confirme, Alors, on y est pour rien. Je voulais partager un bout de l'analyse du risque humain donc, de 2024 et on voit bien qu'en fait on a de plus en plus de sociétés finalement qui veulent sensibiliser parce qu'elles constatent qu'il y a un nombre d'attaques qui croît constamment. C'est ça. Donc, Toute la difficulté, bien évidemment, c'est de relayer ça à la réalité de ce que les gens vivent. Et le commun des mortels, enfin, au moins tel que je l'ai compris, retient deux choses. C'est que, je dirais, ce crash est lié à une erreur humaine au départ. Probablement de gens de la technique qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire sur une mise à jour, je ne sais pas le détail, mais peu importe, et que ça a impacté le commun des mortels qui voulait prendre l'avion et qui n'y est pas arrivé. C'est très réducteur, mais finalement, les gens voient un impact très direct par rapport à une erreur humaine. Et si on retient que ces aspects de communication, nous, ça nous aide, entre guillemets, à véhiculer au sein des entreprises, et on s'est rendu compte que pas mal d'entreprises, en termes de communication, avaient relayé ça sous cette forme, volontairement pour effectivement servir la cause, et de dire, vous voyez, une erreur humaine peut amener à ça. Empiriquement. Exactement. Et vous voyez quel est l'impact réel que ça peut avoir. Vous partiez en voyage, vous n'êtes pas parti. Ça peut être ça, comme ça pourrait être plein d'autres choses. Donc oui, j'y ai vu une opportunité, mais là s'arrête, je dirais, l'opportunité en elle-même. Mais ça a servi la cause de dire oui, il faut véritablement changer les comportements et sur en le sujet. face, vous avez vu qu'ils étaient plus réceptifs? Je pense qu'il y a des Il y a eu un gens qui, effectivement, ont eu une forme de prise de conscience par rapport à ça. D'une part, parce que certains étaient impactés et se sont dit, waouh, si c'est ça, effectivement, qui peut nous arriver, voilà, ça fait mal. Et puis, deuxièmement, parce que ça se comprend, parce que c'est compréhensible du commun des mortels. Alors que quand vous avez une entreprise à Hong Kong qui se fait extorquer 40 millions de dollars, pour le commun des mortels, d'une part, ils n'ont pas 40 millions de dollars, et deuxièmement, ils ne voient pas bien physiquement ce que ça représente. Ne pas prendre l'avion et ne pas partir en vacances, oui, ils comprennent. Oui. Ça fait penser aux gros problèmes, enfin, aux grosses crises ransom avec les hôpitaux, hein, où tout le monde s'en est vraiment rendu compte. C'est ça, exactement. Mais ça a impacté les hôpitaux. Bien sûr, Il y a eu bien sûr, beaucoup d'opérations qui ont été annulées. Hein. Bien sûr. Les pauvres, Et puis c'est lié au milieu de la cybersécurité. Et Oui. ça, je pense que ça aussi, beaucoup de gens l'ont découvert. Le fait qu'un antivirus soit aussi mondialement déployé. Non seulement ça a été un réveil, mais c'est aussi lié à un logiciel que absolument mais moi, 99% des gens ne connaissent qu'il pas. faut évoluer l'usage de nos mots. On est tous aujourd'hui omniconnectés. On est tous, enfin, excusez-moi, personne n'a de Minitel dans sa maison maintenant. Crise cyber, je pense que dans 10 ans, on ne parlera plus de crise cyber, on parlera d'une crise. Tout comme un ouragan peut dévaster une côte californienne. Je veux dire, c'est les mêmes choses. C'est des gens qui sont morts, enfin, qui perdent leur travail, il y a une perte d'exploitation de plus d'1 milliard d'euros. Les assurances qui sont en train de dire, bon, c'est qui, c'est Microsoft. C'est une crise humanitaire presque. Hein. Je veux dire, je pense que le mot crise cyber qu'on réservait, voilà, bon, il y a un problème de ransom, on a cliqué sur un phishing, des mots un petit peu trop sexy, très technique. Aujourd'hui, on peut le dire, je pense que le français, que l'on est tous, va grandir, ce que tu disais, hein, empiriquement, hein, avec ces désastres, et globalement, on ne s'étonnera plus du mot crise cyber. Je pense qu'on dira crise. Je ne sais pas, peut-être que même les gens apprendront des mots-clés, mais je veux dire, le mot crise cyber ou crise ransom, c'est pour moi avant tout une crise d'humain. C'est des gens qui perdent leur boulot, c'est des gens qui parfois payent des rançons, c'est des gens qui n'ont pas de backup et qui reviennent 5 ans en arrière. Voilà. Ou qui ferment boutique. C'est le pire, absolument, je suis absolument d'accord avec toi, bien sûr. Alors, du coup, la question qui fâche, parce que ça a été des grands débats sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn en termes de réseau social, mais il y en a d'autres. Gros débat entre non, c'est pas une crise cyber, oui, mais c'est un crash IT qui a les mêmes conséquences, alors finalement, on peut quand même en tirer des conclusions. Bon, effectivement, c'est pas une crise cyber, c'est un crash IT, mais est-ce que vous, en tant qu'expert en cybersécurité, vous estimez que ça a eu quand même des conséquences similaires à ce que pourrait avoir une crise cyber généralisée? Ça fait un stress test sur les PCA et sur les RSSI, et voilà, mais bon. Ça active les mêmes modalités qu'une crise cyber. Ouais, c'est ça. Et avec des pertes d'exploitation idoines. Exactement. Exactement. Autre sujet qui est revenu, c'est celui de la diversification. Entre ceux qui disaient, voilà, c'est parce que c'était tellement déployé chez tellement de monde et qu'il n'y avait pas de diversification de solutions qu'on s'est retrouvé bloqué dans cette situation-là. Et je reprends notamment en 2022, donc la NSA qui conseillait aux agences gouvernementales de diversifier leurs solutions cyber. Donc moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment un mal d'avoir une seule solution? Est-ce qu'il faudrait vraiment, comme ça, diversifier dans une entreprise pour éviter ce genre de situation? Mais ça, c'est un peu... C'est pareil, ça marche comme dans la vie de tous les jours. Moi,
je suis la Société Générale, pour ceux qui s'intéressent. Puis j'ai aussi un compte dans une autre banque française. Il faut bien sûr pas mettre ses œufs tout le temps dans le même panier. Maintenant, il faut aussi avertir les gens qu'il y a plein de nouvelles sociétés qui fleurissent avec des mots marketés, XDR, Next Gen EDR, IA, Powered, machin. Je trouve que CrowdStrike, bon, ça coûte sans doute très cher, et comme tu le disais très justement, c'est réservé peut-être plutôt à des grands comptes, mais il ne faut pas non plus aller sur un truc qui a été fait sur WordPress, généré par IA, simplement mettre dans 2-3 sons de Splunk. Bien sûr. Tu vois bien sûr. Donc, mais il y a une question de monopole. Mais c'est pas... Il ne faut pas le réduire juste à des outils. Aujourd'hui, tout le monde est sur Google, Azure a le monopole, on est tous quasiment tous sur Windows. Donc il y a un vrai sujet de, un peu aussi de gouvernance étatique. On est aujourd'hui face à des pays qui se demandent est-ce que économiquement, je laisse mes informations dans des clouds américains. C'est un gros sujet. Voilà. Est-ce qu'on va dans des clouds souverains? En fait, tout est monopole aujourd'hui. En fait, le GAFAM aujourd'hui a ratisé tellement large que vraiment, c'est pas juste une affaire d'un outil qui a un monopole sur les postes de travail. C'est aujourd'hui, on est très tributaire de compagnies qui raflent la mise sur tout. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de s'en libérer? Est-ce qu'on a le moyen de faire des clouds souverains pour une question de géopolitique? Je ne suis pas sûr. Voilà. Non, mais faut qu'on travaille. Le député Philippe Latombe, bon, je suis apolitique, mais vraiment une personne qui est très motrice sur ces sujets de souveraineté numérique. Et franchement, un jour, j'aimerais bien. Ce serait bien. Et en termes de cybersécurité, c'est pareil? Sur les solutions que vous pouvez, vous, en tant que client Mais est-ce qu'il y a des concurrents réels à ces entreprises-là? Il y a une notion d'efficacité, comme tu disais, WordPress, personne n'ira. CrowdStrike, même s'ils ont fait un marketing assez exceptionnel et qui marche. Il y a des résultats. Hein, il y a des résultats, c'est l'une des meilleures solutions du marché. Les entreprises veulent du résultat. Donc, même si on se dit on veut diversifier, est-ce qu'il y a des concurrents qui feront l'affaire? Modulo le budget versus ce qu'on veut défendre, il y en a, mais en général, on tend vers l'optimisation. Et tu parlais de est-ce qu'on multiplie les outillages? Aujourd'hui, il y a une question de coût dans les entreprises, parce qu'il y a des gens qui doivent manager ces solutions-là. Est-ce qu'on multiplie les petits pains en ayant 3 experts sur 3 solutions? Un expert ne peut pas gérer toute la multitude technologique. Donc il y a une rationalisation des coûts aujourd'hui. Donc globalement, c'est compliqué pour une entreprise de dire je vais diversifier mes technologies. Par contre, au niveau de l'EDR, je ne suis pas utilisateur, mais je connais un petit peu nos amis de cette société. On peut faire un petit clin d'œil à Tetris. Cocorico, en France on a ça, voilà. C'est simplement un petit clin d'œil. Je ne suis pas sponsorisé. Mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Fatima, parce que j'avais eu une table ronde, mais il y a de cela 2 ans, sur cette question de souveraineté, et j'avais posé la question aux intervenants autour de la table, de demander, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on valorise et on préfère aller vers une solution souveraine, même si c'est une plus petite société, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué aussi de faire face à des Américains qui ont quand même, comme vous le disiez, le monopole sur le marché, ou alors est-ce qu'on abandonne cette question de souveraineté, on se tourne vers prendre quelqu'un d'énorme sur le marché? Et moi, le retour que j'avais eu, c'était aussi une petite crainte de la part de certains responsables de la cybersécurité de dire nous on aimerait bien quelque part favoriser des entreprises souveraines, mais le risque derrière, c'est nous après qui allons devoir l'assumer si la solution n'est pas à la hauteur. Donc c'est vrai que comme tu le dis, à la fin de la journée ils ont un tableau avec solution, efficacité et puis direct en fait. Et c'est là où mon rêve, c'est qu'on ait un CTO, on est un CISO français voire européen. On ouvre un poste dans le gouvernement, ministre de la cybersécurité. C'est le bon moment. Mais il y a une vraie question de le mettre au niveau étatique, d'avoir quelqu'un lié à la cyber et à la géopolitique liée à la cyber. Voilà, encore une fois, il y a 20 ans, les DSI n'étaient même pas invités au COMEX. Maintenant, on réfléchit à mettre des RSSI au COMEX. Parce que les gars, on travaille que. missionné des gens sur le changement pour le climat aussi. Donc, c'est vrai.
Bon, Ah pourquoi oui. pas rester D'accord. sur... Ouais. Bah, Nicolas Hulot avait été quand même pardon. un porte-parole de Pour ça. revenir un petit peu sur le sujet de la sensibilisation, parce que l'idée c'était aussi de savoir est-ce que ça peut être une bonne opportunité finalement pour sensibiliser les salariés. Est-ce qu'aujourd'hui un RSSI arrive réellement à sensibiliser ses salariés? Est-ce qu'il n'a pas des problématiques, des contraintes à y arriver? Et je prends notamment une citation qui avait été faite par Andrew Rose qui dit « Beaucoup de RSSI veulent instaurer une culture de la sécurité. Le problème, c'est que peu d'entre eux savent réellement ce que cela signifie. » Donc, de quoi a-t-il besoin un RSSI pour réellement réussir à sensibiliser ses collaborateurs et ses salariés? De cas concrets, de cas réels de la vie de tous les jours, comme tu disais tout à l'heure, pour dire ça peut toucher monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et concrètement, c'est là où beaucoup d'entreprises qui gèrent de la sécurité awareness ont tablé parce que si ça ne parle pas aux gens, les gens ne vont pas l'intégrer. Voilà. Moi, je vois une petite limite à ça, mais vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, c'est que quand on a une crise cyber, quand on a une attaque, la première pensée qu'on a, ou le premier réflexe, c'est de se dire qu'on est coupable et que c'est honteux, et que beaucoup d'entreprises, du coup, n'osent pas en parler. Donc on n'a pas vraiment, on a des cas concrets, mais des années après, où on sait que quelqu'un s'est fait... Tu parles de qui dans ce cas-là? C'est-à-dire une entreprise ne veut pas admettre, par exemple? Oui, qu'elle a été attaquée et donc n'est pas très transparente sur ce qui s'est passé. Ah, donc c'est là où je vois, pour moi, on a du mal à passer du cas concret, donc de l'histoire de ce qui s'est passé, à sensibiliser quelqu'un, parce qu'il faut lui raconter déjà ce qui s'est passé. Pourtant, c'est une pierre angulaire dans la sensibilisation. Bien sûr. Bah oui. Je pense que tu le fais beaucoup. Bien sûr. Voilà. Mais la parole s'est libérée quand même sur le sujet. Enfin, il y a 3-4 ans, on n'arrivait pas à trouver dans une quelconque conférence un ciseau de ce monde qui venait raconter en quoi il s'était fait attaquer, où était l'erreur, etc. Aujourd'hui, on peut régulièrement entendre des paroles. C'est plus simple. Voilà, j'en ai pas mal d'exemples en tête de gens qui sont venus de façon assez transparente, voilà, faire le mea culpa de ce que l'organisation n'avait pas su faire, en quoi ça tenait à une erreur humaine et en quoi, bien évidemment, ils avaient appris tout ça et ils avaient changé dans leur comportement. Et je pense que c'est un passage nécessaire. Enfin, si on ne passe pas par ce cap où on se dit oui, effectivement, ça a eu lieu, et on en apprend, et le fruit de cette expérience va nous permettre d'avoir une attitude différente vis-à-vis de cela, on tournera en rond encore et encore. Et là-dessus, je suis plus optimiste peut-être sur la perspective de dire, si on respecte, je dirais, les fondamentaux de l'apprentissage, on va obtenir les mêmes résultats sur ce sujet qu'on ne peut l'obtenir sur n'importe quoi d'autre. Voilà, on disait tout à l'heure, je crois qu'il faut rester dans les fondamentaux. Le fondamental de départ, c'est expliquons le contexte, pourquoi est-ce que c'est important pour tout le monde, expliquons très clairement effectivement ce qu'il faut faire, et prenons le temps de l'expliquer quand même. Et ça, on se rend compte que bon nombre d'entreprises ont tendance à court-circuiter ça et à tester les gens pour se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Expliquez-leur déjà ce qu'il faudrait faire, comme ça on verra si ce qu'ils font correspond à ce que vous voudriez qu'ils fassent. Après s'entraîner encore et encore. Et puis nous, on reste assez fondamentalement, et c'est un petit peu ce que disait Andrew Rose par rapport à ça, à constater ou observer ce point de bascule entre le moment où on demande aux gens de faire quelque chose, donc ils sont réactifs d'une sollicitation d'entreprise, jusqu'au moment où ils deviennent proactifs vis-à-vis de ça, et étant acculturés par rapport au sujet, commencent à avoir les bonnes réactions. C'est-à-dire remonter de plus en plus d'informations à l'équipe sécurité, avoir une critique sur ce qu'ils ont entre les mains, et se responsabilisent, entre guillemets, par rapport à ce sujet. C'est un chemin long, bien évidemment, on parle de l'humain, la courbe d'apprentissage n'est pas la même pour tout le monde ne part pas du même point de départ, mais je crois qu'il faut avoir confiance dans notre, dans l'humain. Et comment tu fais face à ce qui est intrinsèquement dans notre ADN, la peur du changement, la résistance au changement? Comment est-ce que tu fais pour contrer des nanas qui sont prêtes en départ de carrière ou bon, les seniors, je pense que c'est surtout eux qui sont les plus réticents. Comment tu fais pour les convaincre et pour leur dire que ce n'est pas une énième formation? Alors, tu sais, je vais tout de suite rentrer dans la polémique parce que ce qu'on se rend compte, en fait, en réalité, par rapport aux entraînements qu'on fait, c'est que les plus réticents au changement sont certainement pas ceux qu'on pense. C'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui sont effectivement plutôt des anciens par rapport à un outil qui ne fait pas partie, entre guillemets, de leur vie quotidienne depuis le départ, sont prêts à entendre, si on leur explique correctement, là où il faut aller. Les équipes techniques, jeunes générations, qui effectivement ont plein de certitudes sur le sujet et considèrent qu'ils sont nés avec, et pour les faire évoluer en termes de courbe d'apprentissage et passer certains caps, je dirais, de prise de risque qu'ils ont et qu'il faudrait oublier, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc il faut démystifier un peu le sujet, et la réalité, c'est qu'il faut
personnalisé. Enfin, je pense qu'on est tous dans la logique de dire aujourd'hui, on n'est plus à expliquer qu'il y a un problème, on l'a tous compris, il faut effectivement éduquer les gens, mais en personnalisant au maximum, je dirais, les dispositifs. Et la personnalisation veut dire quoi? On prend en compte la réalité du poste de travail de la personne, on s'adapte en termes d'outils mis à disposition pour pouvoir apprendre, parce que tout le monde n'aura pas le même environnement de travail informatique, et on fait en sorte que cette personnalisation soit une constante, je dirais, en rapport avec la compréhension du sujet, mais aussi, bien évidemment, l'entraînement. Parce que, en fonction de la courbe d'apprentissage, certains... Tu veux dire la redondance? En fait, voilà, c'est comme toute chose. Enfin, quand tu t'entraînes par rapport à quelque chose, tout le monde n'aura pas les mêmes résultats. Peut-être que tu iras beaucoup plus vite à comprendre ce qu'il faut faire que moi, et par là même, on te fera faire des choses de plus en plus compliquées, et probablement avant que moi je ne les fasse. C'est simplement s'adapter à la réalité de la maturité. Alors, je partage ce que tu dis, Jean-Baptiste, parce que j'avais eu notamment, j'avais traité un sujet sur le cyberharcèlement et on posait la question justement de l'approche en fonction de l'âge des outils numériques. Et il s'avère que les jeunes sont beaucoup plus aguerris quant à son utilisation, parce qu'ils ont vécu toute leur vie avec. Depuis qu'ils ont 5 ans, ils ont un téléphone. L'âge moyen, c'est 9 ans de téléphone. Et donc, sont beaucoup moins regardants quant à la sécurité. Ils font moins attention à ce qu'ils font. C'est vrai, ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs. Exactement. Et très inconscients, j'ai Il y a envie de beaucoup dire. d'études sur ce sujet-là. Exactement. Ils sont très à l'aise avec un portable en main, mais Tout à fait. Bon, il y a pas des... Hop, hop. ils n'ont pas Pour faire des du gestes. Ils n'ont pas conscience des données. Du tout, du tout. Là où quelqu'un de plus âgé, pour venir sur le sujet des seniors, a moins peut-être l'habitude de certains outils, mais du coup garde toujours une certaine distance et donc a peur. De défiance, c'est l'inconnu. Voilà, donc je ne suis pas étonnée qu'ils soient peut-être plus réceptifs aux messages de sensibilisation à la cybersécurité que des plus jeunes qui pensent très bien connaître l'outil, on ne va pas leur apprendre, je pense. Alors, Bogdan, qu'est-ce que tu en penses par rapport au rôle des médias sur la sensibilisation? Parce que là, on nous expliquait un petit peu comment ça s'est fonctionné, mais votre rôle en tant que média, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est de plus en plus pris sur l'espace public et comment on fait pour sensibiliser le grand public? Je pense qu'aujourd'hui, moi je le vois sur un constat de 3 ans, tous les médias généralistes aujourd'hui abordent la cyber. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 voire 10 ans. Absolument tous les médias vont maintenant écrire sur les cyberattaques. Déjà, on parlait du contexte international, on sait que la cyber est une arme, et donc on sait qu'on peut faire la guerre simplement en piratant des infrastructures énergétiques, en allant voler des données. Donc on a compris qu'on peut influencer, on peut impacter un pays à travers la cyber, mais aussi il y a le risque de voir couler une entreprise, de voir un hôpital qui est paralysé. Donc la cyber est réellement rentrée dans le domaine public. Maintenant, sur le rôle des médias, ton émission tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a eu un sondage commandé, pour ne pas faire d'erreur, commandé par cybermalveillance.gouv.fr et réalisé par Ipsos sur l'appréhension, on va dire, de la cyber par le grand public. Donc, ils ont interrogé 3000 personnes et on avait à peu près 80% des interrogés qui connaissaient le terme hameçonnage et qui pouvaient le définir. On avait un 60% sur phishing, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est plutôt un bon chiffre. Après, alors sur deepfake, smishing, il y a un peu plus de mal, évidemment. Donc, ils ont globalement les termes. Enfin, donc la population française, on connaît les termes. Ils se sentent plutôt avertis. Après, dans mes souvenirs, c'était 24% se font encore pirater un compte en ligne une fois dans l'année. Donc, que ce soit réseau social, banque, ça n'a pas la même gravité, mais je trouve 24%, je trouve ça encore c'est énorme. Énorme. Donc, ils sont sensibles. Maintenant, on se fait encore 24%. Je trouve que c'est assez conséquent, donc beaucoup de gens se font encore avoir. Alors, autre question, autre sous-sujet. Certains salariés sont recrutés par des groupes cybercriminels comme agents dormants en échange d'une rémunération. Doit-on apprendre aux collaborateurs, en plus de la sensibilisation à la cybersécurité, finalement de repérer ces agents au risque de créer une culture de la délation? Florent? Pourquoi moi? De toute manière, je pense que mes confrères et ma chère consoeur sont au courant de près ou de loin, mais on a là chopé récemment un North Korean, un agent de la Corée du Nord, puisqu'il y a eu une machine qui a été alimentée à coups d'IA pour créer des profils d'ingénieurs. C'est exceptionnel. Bon. Tu vois la photo du CV, le mec il est absolument pas asiatique, et puis il arrive, dès qu'il est arrivé, le con il a mis tout plein d'implants, il s'est fait péter. Bon, tant mieux. Mais on voit qu'il y a déjà de plus en plus
déjà, bon, il y a, dans le sens où tout maire, il faudra toujours qu'une personne physique qui prenne son laptop, qui aille au boulot. Enfin, ça, c'est évident. On n'est pas encore au temps où les IA vont marcher au travail. Bon. Mais donc là, on commence déjà à utiliser l'IA pour modifier des profils, parler d'une certaine manière. Ça, c'est flippant. Concernant le recrutement, c'est quelque chose que la Chine fait depuis très longtemps. Ils commencent même d'ailleurs dans les universités, dans les ingénieries, etc. Nous, ce qu'on fait, et je ne suis pas là pour faire la publicité, mais nous, ce qu'on fait, mais comme beaucoup d'autres sociétés, peut-être bien mieux que nous, c'est qu'ils font de la due deal sur, à minima, des postes à responsabilité, c'est le minimum. Bon. Mais je pense que il faut créer une sorte de... dans le respect de la loi. Parce qu'on ne peut pas faire de la discrimination, parce que tu ne trouves pas qu'il est un peu bizarre, je sais pas, il passe trop de temps à la cafette, ça c'est trop facile. Bon, il faudrait trouver quand même des marqueurs, parce que c'est globalement les grosses industries, les gros fleurons français qui sont touchés. Je parle que de la France, hein, bon, les autres ils font ce qu'ils peuvent. Je pense qu'il faudrait trouver des modules qui seraient construits de concert avec les RH pour... dans le cas d'un échange universitaire, dans le cas d'un transfert, une mutation, machin, pour être certain que monsieur X ou monsieur Y, voilà. Je pense qu'il faudrait mettre, surtout dans la période d'essai, donc 4 fois, en France, je crois, 4 mois renouvelables, c'est ça? Jusqu'à 6 mois en tout. Ouais, 6 mois, ok, bon. En général. Bon, je pense que durant cette période d'essai, faut faire de la due deal, faut rester dans la loi, mais je pense que l'équipe, il faudrait qu'il y ait des personnes dans l'équipe IT qui regardent un petit peu quels sont les flux, quels sont machins, dans le respect de la loi, je veux dire, hein, voilà. Et j'ai pas du tout de chiffres, mais je connais énormément de personnes, pas forcément malveillantes, mais qui partent aussi des sociétés qui se font virer exprès et puis qui partent avec le fichier client. Oui, ça va bien. Tu touches le chômage, tu touches tes 40 000 € en vendant le fichier client, puis voilà, bon. En vendant client à un concurrent, hein, j'entends. Donc, c'est vraiment, moi je trouve que vraiment l'humain, il faut arrêter toujours de dire cyber. L'humain, il y a beaucoup d'humains dans le truc, et on a des exemples aux États-Unis, on a des exemples en France, comme ça. Ah bah si, oui, non. Bon, alors. Moi j'en ai un. J'en ai un intéressant. Ouais. C'est pas dans le domaine de l'IT directement, c'est dans le domaine de la gestion de crise. Ouais. Mais ça peut concerner beaucoup de monde. C'est un bouquin que je vous recommande qui s'appelle Allô Paris, ici Moscou de Nicolas Quesnel, qui est journaliste au Canard enchaîné. Et donc là, c'est même le renseignement français qui était informé par l'enseignement américain. Il y avait une jeune dame qui s'appelait Alexandra, qui était en Sciences Po, master stratégie de l'Afrique, donc qui est russe. Et elle était elle-même la fille d'un agent du FSB qui était lié à un scandale de corruption aux États-Unis. Elle était dans le master à Sciences Po. Les États-Unis ont averti la France. La France, je ne sais pas si c'est par condescendance ou parce qu'elle avait d'autres soucis, a refusé, disons, n'a pas réagi aux alertes. La jeune dame ensuite a été embauchée par une société de gestion de crise qui s'occupait des non sensibles en Afrique. On a vu ce qui s'est passé notamment au Mali avec l'implication de la Russie, et elle a quitté, il y a eu une rupture conventionnelle après voire je crois quasiment 2 ans de travail, et puis elle est retournée à Moscou. On a pu suivre sa trajectoire. C'est quand même un boulevard dans ce cas-là. Et tu disais il faut se renseigner sur les flux. Moi je pense que dans beaucoup d'entreprises françaises encore, arriver à ça, ce serait déjà parfait. Mais il y a vraiment des boulevards pour certaines personnes. Et tu parlais de la Chine. La Chine, c'est évident, c'est une stratégie connue. La Corée du Nord, là, il y a eu un cas, mais dans l'année, il y a eu, je crois qu'il y a eu 10 développeurs, quelque chose comme ça, qui étaient en réalité en télétravail et qui travaillaient aussi pour la Corée du Nord. Donc, dans beaucoup de groupes français, des groupes stratégiques, il y a réellement un espèce de nœud de renseignements, de stratégie qui se joue. Et évidemment, que dans le contexte actuel, il faut être beaucoup plus sensibilisé et beaucoup plus, on va dire, prudent sur qui on embauche. Moi, mon exemple,
je vais vraiment prendre les plus grandes pincettes parce que si je ne pourrais pas dire le nom, mais une organisation internationale membre de l'ONU, dont j'ai la chance d'aider, de conseiller, etc. Et il m'avait dit avant les Jeux, il m'a dit Flo, on reçoit en général 400 CV par semaine. Alors on en reçoit 900. 90% c'est que des Russes. Je dis ouais, faut s'inquiéter, c'est de l'ingérence. Puis, eux, ils sont vraiment à l'ancienne, cette organisation. Mais je les adore. Et bon, j'ai fait une sorte un peu d'audit organisationnel. Et puis, il y a un an, ils avaient recruté une DSI russe qui a implémenté une solution russe. Donc, même des organisations qui sont extrêmement importantes dans le bon déroulé de l'organisation mondiale, même si là, c'est la guerre et que c'est... Bref, la vie est un peu triste en ce moment, mais voilà. Mais commençons par la France, évidemment. Mais quand tu vois des associations associées à l'ONU qui devraient être presque budget illimité, entre guillemets, pour ce genre de truc. Et avant, on reçoit 90% de plus que de ces virus. Et je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas, on en parlait, peut-être pas sensibilisés, pas culturés, voilà. Et je crois que par rapport à ça, il y a aussi un aspect. Alors, j'en parlais hier dans une table ronde avec un responsable de cybersécurité d'une très grosse entreprise technologique française et qui parlait en fait des impacts de l'IA générative aujourd'hui et de l'utilisation qui en est fait dans les entreprises. Je pense que bon nombre des entreprises n'ont pas encore de gouvernance sur le sujet parce que ça nous est arrivé du jour au lendemain et tout le monde s'est mis à faire des prompts sur ChatGPT et autres. Et il nous disait, on a un vrai gros problème, on a des fuites d'informations, mais significatives sur des projets sensibles chez nous. On n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et ils se sont intéressés au flux des prompts qui a été fait sur l'IA générative. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des gens, mais en toute naïveté, qui effectivement interrogeaient ChatGPT maintenant de façon très spécifique par rapport à des projets sur lesquels ils travaillaient. Et guess what ? Bien évidemment, vous arriviez à décrypter de l'autre côté le type de projet sur lequel ils travaillaient, les différentes options qu'ils avaient prises au niveau technologique, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. C'est clair. Autant on n'empêchera certainement jamais un espion de vouloir essayer de pénétrer une organisation, mais il faut aussi quand même prendre le temps, je dirais, aux collaborateurs de leur expliquer comment utiliser la technologie correctement, dans le respect de la confidentialité. Il faut faire 5 émissions sur l'IA. Hein, mais Jean-Baptiste, il y a pire, parce que là, tu es en train de donner un exemple où en face, il faut décrypter. Mais moi, je peux te dire qu'il y en a qui carrément téléchargent le document dedans, le contrat dedans, il y a le numéro de tiré, il y a tout. C'est incroyable. Vraiment, mais vraiment, et qui te disent, est-ce que tu peux me faire un résumé du truc ? Tu vois, donc c'est sidérant. Il n'y a même plus besoin de décrypter à ce stade. C'était les données de Samsung, je crois, dans mes souvenirs. Ah ouais ? Il y a des données de Samsung qui sont tombées soudainement dans la base de données de ChatGPT. Parce que même en plus, ChatGPT s'était fait péter, je crois, il y a un an ou deux, plus de 400 000 Oui, pendant 48 heures, à un moment donné, toutes les historiques de requêtes étaient visibles. En fait, ils l'ont enlevé. C'est ça, ça dumpait toutes les requêtes. Alors, là, on va faire une petite pause pour revenir sur les messages clés qu'on a pu avoir depuis le début de cette émission, notamment pour ceux qui nous ont rejoints en mi-chemin. Donc, le premier message, c'est l'une des raisons de la différence de temps de réaction face au crash IT, c'est, 3 petits points, l'argent, mais aussi l'absence de PCA ou son insuffisance. Le deuxième point à retenir, c'est on a parlé au début de panne Microsoft dans les médias à cause des mots-clés imposés par Google Analytics. Et le troisième point, c'est le crash est lié à une erreur humaine à l'origine, comme pour la plupart des cyberattaques. C'est donc une opportunité pour sensibiliser, et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs ce soir. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez donc pu réavoir un petit aperçu de ce qui a été dit dans cette première partie d'émission. Et puis là, donc on va continuer, toujours dans la même lignée de la question que je vous ai donnée avant. Maintenant, on a parlé de sensibiliser à la cybersécurité. Puis là, on a parlé d'autres éléments, notamment de cyberespionnage, de ce qui se passe. Est-ce qu'on doit aussi sensibiliser, donc, parce que c'est une question d'intelligence économique, est-ce qu'on doit sensibiliser à l'intelligence économique et à l'espionnage industriel ? Ma réponse sera un grand oui. Enfin, comment passer outre effectivement la compréhension qu'on doit avoir tous, autant que nous sommes, de ces sujets-là. Enfin, voilà. Et encore une fois, je crois qu'il faut, comme pour tous les autres sujets, je vais illustrer d'exemples très concrets et qui parlent au commun des mortels pour comprendre effectivement la réalité de l'impact que ça peut avoir. Voilà. On ne peut pas passer outre ce genre de sujet. Et tu vois, Jean-Baptiste, sur LinkedIn où les gens prennent en photo dans leur Thalys ou dans leur TGV... Des petites photos. Ah oui, ça c'est le grand classique du moment. C'est le grand classique. Oh, regardez, si j'avais été un hacker. Bon, dans le package, on peut bien filer des fils de confidentialité. Bon, voilà,
enfin, je sais pas, c'est un petit peu Ah, con, bien c'est sûr, mécanique, bien sûr. on voit pas l'écran. Mmh. Et puis voilà, faut arrêter. Et en plus, moi, ce voyeurisme, je lui fais. Hein, il y a 3 ans, je lui étais une grande gueule sur les failles françaises et machin. Mais vraiment, voilà, bon, achetons des sites de confidentialité aux personnes qui sont amenées à se déplacer avec leur laptop professionnel. Il faut arrêter de taper sur tout le monde. Et je pense qu'effectivement, ta solution, on travaillera ensemble un jour. Ta solution est très intéressante pour justement un petit peu enrayer. Et là, Et c'est cette renforcer logique ce genre de choses. de compréhension de l'espionnage industriel, ça n'a rien à voir avec la cyber. Enfin, Ouais. moi, il Encore. y a 20 ans, j'étais dans les télécoms, on savait pertinemment que, je dirais, sur un Paris-Strasbourg, on pouvait écouter tout ce que disait Alcatel. Voilà. Oui. Et à cette époque-là, effectivement, il suffisait qu'il y ait deux personnes qui parlent trop fort, où vous alliez effectivement au bar du truc, et vous aviez à peu près tous les secrets industriels d'Alcatel. Donc, démystifions ce qu'est l'espionnage industriel. Ça peut Et partir on de choses n'est très même pas basiques. obligé d'aller aussi loin. Tu parlais de LinkedIn. Aujourd'hui, si on veut faire de l'espionnage, on va avoir les profils de certaines personnes, Ah de oui, certains oui. experts, on a les technologies qu'ils utilisent, Mmh. et globalement, on sait quelle faille il y a sur telle techno, Mmh. et c'est un boulevard Ah, aussi. c'est donc, le ZINT commence par LinkedIn. Hein. Oui, Ouais, oui, c'est donc clair. il y a aussi cette partie sensibilisation de nos employés de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur leur profil LinkedIn, quelles sont les Mais technos. c'est vrai ça. personnes, ouais. Ah ouais, Je suis très surpris qu'il n'y ait pas de gouvernance là-dessus. mais ouais, Peut-être chez Accor, exactement. mais je trouve qu'il y a très peu de On gouvernance va des essayer de la entreprises mettre sur en le place, sujet. Ouais. Parce Oui. que faut dire quoi, confidentiel, Mais tu vois pas, Tu peux pas, ouais. Non. Parce que c'est une sorte de CV Oui. matérialisé. Mais même nous, quand on recrute, on a besoin de savoir quelles sont les technos Ah, qu'ils font. d'accord. Donc du coup, Ok. c'est compliqué. C'est un peu le. Chez qui se marque, ouais. Exactement. Et puis là, dans ce cadre-là, il y a un petit souci aussi de droit du travail, parce qu'en réalité, un réseau social est personnel et l'employeur n'a pas vraiment. Et c'est là où Oui, il y a ça LinkedIn aussi, se hein. C'est positionne. le réseau social le plus Ouais, non, mais professionnel c'est- des personnels. Bien sûr, mais c'est là où LinkedIn est un petit Ouais. peu entre les deux, c'est-à-dire Ouais. ça reste un réseau social, donc d'ailleurs qui est payé souvent, parce que quand on a un compte premium, il est payé Oui. par la personne. Bien hein. sûr. C'est un endroit d'expression, et donc du coup, dans le droit du travail, je le sais, j'avais Ah ouais. vérifié, Ouais. c'est interdit en fait. On ne peut pas Ah ouais. aujourd'hui sur les réseaux sociaux imposer à un collaborateur ou un employé D'accord. quoi que ce soit. Ah oui, LinkedIn même de faire des rentre- posts, etc. Alors, on peut lui demander de ne pas divulguer d'informations Par rapport à son confidentielles. donc, employeur, j'imagine. par exemple, voilà, Ouais. on peut décider, par exemple, de dire vous ne pouvez pas communiquer sur des informations liées Ouais. à votre travail. Donc, Oui. quelle Mais faire la solution pub, vous utilisez, avec qui vous travaillez. Oui. Mais avoir un compte et donc signifier où on travaille, D'accord. c'est un CV. Tu vois, à la base, Oui. LinkedIn, c'était une CV Tech. C'est devenu un réseau social par la c'est suite, mais c'était une Mmh. CV Tech. Donc c'est de la GDPR, Donc, c'est de la, enfin, c'est de la CNIL, c'est de la, Voilà, donc c'est de la donnée personnelle, quoi. c'est un peu globalement. compliqué. Ok. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut aussi sensibiliser les collaborateurs à leur empreinte numérique. En fait, c'est ça Oui, le sujet. Exactement ça. Et je suis tout à fait d'accord parce que quand on regarde un peu, moi j'avais fait un cours d'OSINT d'introduction juste pour voir, la première chose qu'on te dit c'est vous allez regarder ce qu'il fait, avec qui il est marié, comment s'appelle son chien. Mmh. Et en fait on construit un peu une sorte de petite fiche d'information sur la personne qui nous permet notamment juste de faire un call et de se faire passer pour quelqu'un, le truc le plus basique, Mhm. sans passer par une cyberattaque. Et du coup Bogdan, toi dans les médias, qu'est-ce que tu en penses de sensibiliser aussi à l'espionnage industriel? Parce que je sais que vous avez une catégorie, si je ne me trompe pas, sur laquelle vous... Cyberguerre. Ouais, tout Ouais, à fait. ouais. Ah oui, ça. Oui, on parle du sujet, on va dire, d'ampleur. Sensibiliser, en fait, malheureusement, on en revient un peu, il faut qu'il y ait une cyberattaque pour, Ah oui, d'accord. Ouais. pour un peu parler aux gens. Alors évidemment, nous, on fait des articles. Là, je prenais tout à l'heure l'exemple donc d'une certaine Alexandra qui est fille d'agent du FSB et qui arrive à passer partout. Donc même dans des secteurs où, a priori, on devrait être au courant, ou du moins on sait qu'il va y avoir des puissances étrangères ou des concurrents qui vont chercher à récupérer nos données, on n'est pas complètement certain. Maintenant, en fait, il y a toujours un laxisme chez beaucoup d'employés, je pense, voilà, si on prend un exemple très concret, sur l'utilisation de l'ordinateur professionnel. Bien Et sûr. ça, je pense que c'est une des erreurs les plus connues. C'est le mix professionnel, quand tu disais le SINT, et de trouver le nom de la femme ou des choses comme ça. C'est aussi parce qu'ils vont sur Facebook avec par exemple, un ordinateur, c'est très courant, ou Avec les mêmes LinkedIn. mots de passe en plus. Ils peuvent mixer les deux, faire si le compagnon, la compagne vient avec eux en voyage professionnel, ils prennent des photos. Donc en fait, il y a un Ça se mélange, mélange, ouais. il y a un énorme mélange, Absolument. et ça, c'est un puits de données pour un concurrent ou une puissance C'est étrangère. catastrophique, Mais ça, hein. c'est pareil, dans le droit du Et travail, on vous ne peut devez mettre pas... aussi, non? Mais globalement, au-delà d'utiliser leur propre réseau personnel, il y a aussi d'utiliser leur boîte mail personnelle qui, du coup, n'est pas contrôlée par l'entreprise parce que c'est pas lié. Donc, du coup, il y a certaines boîtes qui bloquent et il y en a d'autres qui sont un peu plus conciliantes avec ça. Mais il y a beaucoup d'attaques qui passent par les boîtes mail personnelles
personnels, perso, parce ouais. que Absolument. il y a des solutions pour me les mettre dans des Oui, dans des sandbox, containers, machin, voilà. ouais, ok. Mais est-ce que toutes les entreprises ont les moyens de se payer ça? Mais vous, dans votre PSSI, vous On bloque, forbidden oui. completely les boîtes perso d'accord. pour une certaine C'est population. marqué la signature du nouvel arrivant. Tu n'utilises pas ton Facebook ou ton Tinder depuis. Ça, je ne sais pas. Mais depuis ton ordi pro, pardon. Mais en fait, d'un point de vue droit du travail, un employé a le droit d'utiliser avec parcimonie le PC d'accord. d'entreprise Ok, c'est intéressant. pour son usage personnel. pour usage personnel. Ok. Et tu peux même mettre un folder personnel qu'on n'a pas le droit forcément de toucher, ok. and so on. Donc du coup, c'est un peu tricky. Ah, c'est intéressant. Voilà. Ok. Mais donc tout est dans la Définition de la sensibilisation. parcimonie Exactement. qui est compliquée. C'est ouais. étonnant, ça. Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai que Exactement. je savais pas Je que serais curieux de voir le texte de Ouais. loi ou. Mais bon. Ouais. On va se Comme quoi, il faut à amender, quoi, à mettre à jour. Bah ouais, grave. Probablement. Parce que c'est vrai que moi, j'aurais jamais pensé pour le coup que ça le permettait. J'étais toujours persuadée qu'il fallait faire cette Oui, distinction c'est la très claire. propriété de la boîte. Ouais. Non. Exactement, c'est la propriété de la boîte. Donc, un peu comme les voitures de fonction, il me semble qu'on ne peut Ouais. pas les utiliser pour faire autre chose qu'aller au travail ou faire des missions. Bon, alors. Là, je vous partage, donc je partage également au public un screen de l'analyse du risque humain de 2024 de SoSafe qui indique que 99%, donc sur le sondage qui a été fait, déclarent que la direction et le conseil d'administration sont impliqués dans la gouvernance et dans la prise de décision en matière de cybersécurité. Et je voulais faire le lien notamment avec le sujet du RSSI, un petit peu dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'un RSSI doit être au COMEX pour avoir plus de poids, notamment pour faire avancer ces politiques de sensibilisation ? Ah, je crois que ça a du sens. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où effectivement, il faut avoir du poids sur les décisions stratégiques de l'entreprise, pouvoir y allouer les budgets qui vont bien, pouvoir aussi comprendre que c'est vraiment une logique transverse par rapport à l'entreprise. Et puis rappeler, je pense, et en particulier à l'heure des grandes réglementations que sont NIS 2 DORA, je dirais, les responsabilités aujourd'hui du COMEX. C'est-à-dire que le COMEX va se retrouver en première ligne si en quoi que ce soit, dans le cadre de ces réglementations, je dirais, il y a une irrégularité dans l'entreprise. Donc, il faut que cette voix soit entendue le plus rapidement et le plus haut possible dans l'organisation. Et puis, le DSI aujourd'hui, c'est pas un techos, c'est un manager. Tout à fait. Enfin, c'est un chef D'un d'équipe, environnement technique qui est informatique. Mais voilà, mais là, il ne met ça pas les mains dans le cambouis, il ne branche pas les switches. Il ne sait pas s'il y a besoin de d'une nouvelle solution, par exemple, de montée en version, de licence. Alors parfois, il parle avec son DSI, mais lui déjà, le RSSI, il est sauré, parce que les RSSI sont au bout de leur vie. On pourra en parler aussi une autre fois, mais bon, il y a quand même un haut taux de dépression chez les RSSI, enfin dans le monde asien. Je pense que déjà, de manière honorifique, et puis de manière transparente et transversale. Il faut... Parce que le DSI, c'est encore une fois un capitaine. Et le capitaine, il se feed avec des informations extérieures, des informations techniques, etc. Mais comme maintenant le cœur battant des sociétés, c'est l'informatique, je pense que la place du mec qui fait battre le cœur de l'informatique doit être assis autour d'une table avec des grands dirigeants tels qu'un COMEX. Alors moi, je suis une convaincue de ça. Et le métier du CISO/RSSI a changé. Avant, c'était très main dans le cambouis, mais globalement, on voit de plus en plus, comme vous l'avez dit, des CISO qui font partie de la table, qui font partie du COMEX. Les mentalités commencent à changer et les enjeux sont beaucoup plus vastes. Aujourd'hui, les COMEX sont très sensibilisés par rapport à toujours une notion de quel est l'argent qu'on met sur la table, toute la partie cyberassurance, les franchises qu'on doit avoir. C'est aussi un levier pour les équipes risques, pour les équipes cyber, d'expliquer et de faire comprendre que oui, ne pas mettre les moyens dans la cyber d'une entreprise vont être beaucoup plus coûteux à la fin pour le capital de l'entreprise. Il y a beaucoup de sociétés, évidemment, les noms seront tus, mais beaucoup de sociétés qui ont un budget annuel à allouer. Oui. Et entre octobre et décembre, ils le crament à coup un peu de bullshit. Et ça, il faudrait qu'on en discute. Je pense que de manière plus régulière, etc., de ventiler ces allocations budgétaires. Voilà. Et sans forcément faire partie hiérarchiquement de ce COMEX-là, il y a aussi le fait d'avoir voix au chapitre et de les avoir régulièrement. S'il y a une piqûre de rappel tous les trimestres, de leur montrer un dashboard cyber en leur expliquant notre posture, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, c'est aussi des leviers pour les RSSI pour expliquer. Voilà. Et toi,
chez SoSafe, tu vois un petit peu des interactions entre des RH et des RSSI ou des COMEX et des RSSI? On voit surtout en fait une vraie volonté aujourd'hui Ouais. des RSSI ou des CISO de façon plus globale d'essayer de communiquer efficacement auprès des COMEX. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore un petit peu un problème d'outillage au niveau du dashboarding de façon à pouvoir traduire des choses, je dirais, liées à un environnement technique en des choses compréhensibles d'un membre du COMEX, qui bien évidemment n'est pas quelqu'un par essence lié à la technique. Donc là-dessus, il y a encore du travail, je pense. Et ce sujet de la sensibilisation dont on parle ce soir, effectivement, est un des sujets difficiles à transmettre auprès du COMEX, c'est-à-dire où en est-on en fait du niveau de risque, en quoi est-ce qu'on a effectivement réduit notre niveau de risque de façon significative. Et l'enjeu business lié au risque. Exactement. Et comment, par rapport à l'enjeu business, toujours mettre ça en perspective de façon à ce que la priorisation entre guillemets des prochains sujets soit bien en rapport avec l'enjeu business de l'entreprise. Parce que le COMEX, ils veulent quoi? Ils veulent du ROI. Donc le RSSI peut dire quoi? Du return on loss. Quels sont leurs indicateurs pertinents lors d'un COMEX? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On va le prendre pour un peu le Gollum avec des lunettes, tu as des boutons, le mec invitable. Alors que c'est sans doute quelqu'un de très intelligent. Ça a changé. Bien sûr. La preuve, quand même. La preuve. Donc, il y a 10 ans, c'était le cas. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce justement, toi qui es vraiment très bien placé, comment est-ce que vous mettez ces gens un peu techniques? On commence à traduire ce qu'on fait opérationnellement, à vulgariser pour leur faire comprendre que cette partie-là impactera l'image de l'entreprise, cette partie-là pourra paralyser une certaine partie de leur asset. Du coup, c'est une perte sèche. Voilà. Donc, du coup, c'est comment on traduit le risque cyber en impact business pour l'entreprise. En euros, quoi. Exactement. Le coût euro d'une indisponibilité. Exactement. C'est exactement ce que disaient justement les internautes à distance. Je lis juste un commentaire issu d'une conversation autour de ça. Sadna qui dit « Le RSSI a besoin du support du boss, il doit être vu comme un apport au business et pas une entrave. Et par rapport à ce que tu disais, donc le geek un peu boutonneux, il y a quelqu'un qui posait la question « Comment faire pour sensibiliser à l'intelligence économique, plus particulièrement au renseignement plus généralement, tout en sortant du fantasme ?» Mais des fantasmes en général, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que si aujourd'hui on vient pour sensibiliser au renseignement industriel, est-ce que la personne ne va pas nous regarder avec des yeux de dire on n'est pas dans un film? Simplement faire du réflexe. En prenant des exemples très concrets. Je crois qu'il y a des choses qui sont quand même affligeantes sur la compréhension qu'on peut en avoir en rapport avec l'information qui est mise à disposition. Enfin, je crois qu'il faut démystifier ça et il y a matière à le faire. Enfin, très honnêtement, je crois qu'il n'y a pas une entreprise et ça dépend du contexte de l'entreprise. Bien sûr. Là, il y a eu Truffaut hier soir. Jardiland, demain, peut commencer à sensibiliser leur équipe. Enfin, c'est qu'on dire, mais vous voyez, on fait les mêmes pots de fleurs et compagnie. Il serait, Et puis par rapport au renseignement, je pense qu'en dehors du film, un simple mail de phishing est déjà un acte d'espionnage en soi. Tu veux dire extérieur? Extérieur. D'accord, ok. C'était ça la question. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir un simple mail sur LinkedIn, un PDF téléchargé, est déjà un acte d'espionnage. Donc c'est pas James Bond qui passe par les conduits d'aération, qui drague quelqu'un dans la boîte et qui met une clé USB. C'est tout simplement un simple mail, mais qui derrière, avec un premier logiciel qui va intégrer tout le réseau, qui va chercher les failles, un second logiciel qui va installer Donc le moindre clic peut déjà être dangereux. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est là où effectivement le grand public ou les personnes qui ne sont pas dans la cyber ou dans la sécurité se trompent, c'est cet imaginaire, de penser qu'une cyberattaque est particulièrement complexe et demande 5 hackers en capuche, ça fait 4 jours qu'ils sont dans une cave, voilà exactement, et que du coup nous petites, je sais pas, n'importe quel métier, tu vois, on n'a pas vraiment d'importance. C'est d'ailleurs le problème des TPE-PME qui te disent on est trop petit, on n'a pas d'informations confidentielles, donc il n'y a pas de raison de venir vers nous. C'est, je pense, cet écart entre la réalité de ce que c'est juste un mail en fait. Après, il y a des choses derrière, mais ça peut passer que par un mail. Et l'imaginaire que les gens se font de ce que c'est que la cybersécurité, qui entrave un peu, je pense, dans la sensibilisation et la prise de conscience. Et je vais encore t'embêter une dernière fois, mais on parlait de James Bond. Oui. On sait tous que dans tous les James Bond, le héros arrive, tac tac, il crochette la serrure, machin. Ouais. Je pense que dans votre secteur un peu hôtelier, vous êtes assujetti beaucoup à l'IoT. Oui, c'est un vrai sujet. On a de
On n'en parle plus. Tu peux poser ta Donc, question. non, mais globalement, c'est un vrai sujet, ouais. C'est un vrai C'est vraiment un sujet, sujet. mais il y a toujours cette question de ségrégation entre qu'est-ce qui Ouais. fait partie de la partie publique, qu'est-ce qui fait partie de l'interne et qu'on a envie de protéger. C'est quels sont les environnements que tu veux protéger. Donc c'est D'accord, la criticité que tu veux mettre en fonction des assets que tu as. d'accord. Mais tu parlais de James Bond, mais derrière, c'est un peu plus anecdotique. Il y a des gens qui se sont sensibilisés avec la série Mr. Robot, par exemple. Ouais. Et là, pour le coup, l'attaque de la saison 1, sans spoiler, elle passe pas du tout par les systèmes habituels, ça passe pas par un ordinateur, ça passe de mémoire par le conduit d'aération. Mais voilà, c'était des systèmes un peu obsolètes. Bien sûr, De oui, mémoire, je me rappelle plus de la C'est comme les Voilà. badges. Bon, Voilà. Deathfire n'est Donc, pas... comme tu bon. disais, il y a une question de fantasme, mais l'attaque n'est pas forcément là où on la pense. Complètement. Quand tu vois qu'ils ont fait tomber je ne sais plus quelle société en hackant les brosses à dents, là, il y a eu une grosse attaque DDoS. Bon, ça dans l'électrique. Ouais, les brosses à C'est dents. vrai. Bien sûr. Ouais, je ouais. Il y a eu connaissais les pas. frigos Des aussi. connecteurs Les Wi-Fi. frigos, j'avais Oui. vu. Bien sûr. Qui n'a pas une brosse à dents connecteur Wi-Fi quand même. Non mais bon. Ouais. Non, mais Bah, c'est important, du coup. Et Quand on même. a eu plus de 3 millions je crois, de Et je vais la retrouver, il faut que tu me l'envoies, je veux voir ce qui s'est passé, je vais Attaqué regarder. par des brosses à dents. C'est génial. Ah, c'est magnifique. Attaqué par des brosses à dents. Comme quoi. Bon, alors on arrive à la fin de cette émission. Dernière question, du coup, quelle part du budget cyber alloué à la sensibilisation ? Je crois que chaque entreprise aura sa réponse par rapport à cela. Je dirais, il faut voir effectivement quelle est la réalité du niveau de risque, quelle est la maturité de l'entreprise par rapport à ça. Je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de ne pas allouer un budget à cela. Et après, prioriser, bien évidemment, en fonction de la gestion de risque de chaque entreprise. Mais il faut effectivement y allouer un budget, c'est une certitude. Je ne donnerai pas un chiffre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir répondu à mes questions. Merci également aux personnes à distance. J'ai vu vos questions très, très nombreuses que je n'ai pas pu poser. C'était vraiment un échange riche d'informations. Je pense qu'on aurait pu faire même plus d'1 heure sur cette question-là. Donc, merci à tous ceux qui étaient avec nous à distance. On revient dans 2 semaines avec une autre émission, cette fois-ci sur le deepfake. Ce soir, on est en partenariat avec SoSafe, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc que vous pouvez avoir si vous avez coché la petite case. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.